Hémorragie digestive et douleurs abdominales. On commence par les hémorragies digestives. Déjà, comment peut-on définir une hémorragie digestive? Une hémorragie digestive est le rejet, soit par la bouche, soit par l'anus, de sang provenant d'un point quelconque du tube digestif. C'est-à-dire, le patient va émettre du sang, soit par sa bouche, soit par son anus, et ce sang-là, il va provenir du tube digestif. On ne sait pas quel point, mais il provient du tube digestif. Les hémorragies digestives regroupent donc, on va donner l'explication, la définition et les causes de chacune de ces hémorragies. On a l'hématémèse, le méléna isolé, le méléna associé à une hématémèse et la rectorragie. Donc on en a 4 définitions à faire. L'hématémèse, méléna isolé, méléna associé et associé à quoi? À une hématémèse et rectorragie. On vous dit ici, il s'agit de symptômes de grande valeur. Donc il faudra toujours rechercher l'étiologie précise. Pourquoi on vous dit ça? Au fait, ce signe, déjà, c'est un signe qui angoisse le malade, mais également le praticien. C'est un signe vraiment angoissant. Et l'hémorragie, il faut savoir qu'elle peut cacher une cause gravissime. Et donc, dans les cas où son étiologie, elle n'est pas grave en fait, elle peut toujours mettre le pronostic vital en jeu, selon son abondance. Exemple, un ulcère, il n'est pas mortel, mais quand il est compliqué d'une hémorragie digestive, il peut devenir mortel. Donc, l'hémorragie, il faut savoir qu'elle peut être la complication d'une certaine pathologie. Donc, l'hémorragie digestive est un signe alarmant. Pourquoi? Soit parce qu'elle cache une étiologie qui est grave, exemple néoplasie, tumeur, soit parce que donc l'hémorragie est de grande abondance, même si l'étiologie en question est bénigne. C'est le retentissement dans ce cas qui est grave. Voilà, donc c'est pratiquement ce que j'ai dit. Ce signe met en jeu la vie du malade, met en danger la vie du malade. Pour la physiopathologie, donc, quel est le mécanisme ou bien l'origine d'une hémorragie? En fait, généralement, le mécanisme le plus fréquent, c'est l'effraction soit d'une artère, soit d'un vaisseau. C'est-à-dire, il va se déchirer et donc le sang va sortir du vaisseau tout simplement. Donc, c'est l'effraction d'un vaisseau. Comme ça peut être aussi, si ce n'est pas l'effraction donc d'un vaisseau, ça pourrait être au fait quand c'est toute la microcirculation qui saigne, on parle alors d'un saignement en nappe. Quand c'est toute la muqueuse gastrique qui pleure. Selon la nature du vaisseau qui s'est effracté, donc qui a saigné, donc on va parler de choses différentes. Quand c'est une artère, quand c'est un saignement artériel, c'est un éclatement, c'est un éclatement d'artère. Dans ce cas, on va parler de pathologie, donc une seule pathologie qui est l'ulcère. L'ulcère, soit gastrique, donc au niveau de l'estomac, soit l'ulcère duodénal, c'est-à-dire au niveau du duodénum, ou bien les deux, ulcère gastro-duodénal. Donc ulcère gastrique, duodénal et gastro-duodénal, c'est artériel. C'est dû à l'effraction d'un vaisseau artériel. Par contre, quand c'est un saignement veineux, c'est-à-dire c'est un éclatement rupture de veine, ce qu'on appelle les varices œsophagiennes ou bien les varices abdominales qui vont saigner, on va parler dans ce cas d'un saignement veineux. C'est-à-dire vous avez 2 pathologies à apprendre. Quand c'est l'artère qui a saigné, on va parler d'ulcère, soit gastrique, soit duodénal, soit gastro-duodénal. Quand c'est des varices, des veines, c'est-à-dire des veines qui vont former des varices au niveau soit œsophagien ou bien donc abdominal, on a
Donc, la pathologie des varices œsophagiennes qui témoigne de quoi? Les varices œsophagiennes, c'est un signe de la maladie. Donc, c'est quoi le problème dans ce cas? C'est l'hypertension portale. Il y a un problème qui va donner l'hypertension portale. Donc, quand la pression est augmentée au niveau de la veine porte, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y aura une circulation veineuse collatérale. C'est-à-dire les organes, ils vont essayer d'aller vers le cœur, vers d'autres chemins, donc à partir de chintes, d'autres chemins, c'est pas les chemins habituels. Et dans ce cas, il y aura des varices qui vont être formées de la circulation veineuse collatérale. En fait, les varices œsophagiennes, quand la veine saigne, il y aura la dilatation de la veine. Et chez une catégorie de personnes, par exemple, qui ont des hépatomégalies, des problèmes au niveau du foie, qui sont chroniques, par exemple au niveau des réseaux veineux, il y aura une hyperpression portale, une HTP, donc chronique, et donc il y aura dilatation des varices. Il y a des stades 1, 2, 3, etc. Ce n'est pas la même chose. Et il faut savoir que si les varices sont rouges, de couleur rouge, on appelle des varices rouges, c'est des varices en pré-rupture, c'est-à-dire elles vont faire la rupture, elles peuvent saigner à n'importe quel moment et donner l'hématémèse, etc. Donc le sang rouge, il y a un danger de saignement. Pour l'ulcère gastro-duodénal que je vous ai dit, donc qui est lié à l'artère, c'est quoi en fait? C'est la gastrite. C'est la gastrite, c'est un problème au niveau de l'estomac. Et donc, il y a quoi? Il y a la peau, la peau, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, il y aura de l'ulcère, il y aura de l'érosion à ce niveau-là. Et donc, à force de creuser, de creuser, de creuser, il va saigner. Et donc, dans les deux cas, soit ulcère ou bien les varices, dans le cas des varices veineux, ulcère artériel, on aura dans les deux cas du sang qui va être émis par la bouche après un effort de vomissement, ce qu'on appelle l'hématémèse. Et quand c'est toute la muqueuse gastrique qui pleure, c'est un cas rare mais qui existe. Quand on va faire la fibroscopie, on a un aspect caractéristique qu'on appelle saignement en nappe. Et la fibroscopie, c'est un examen clé qui va nous permettre de voir l'artère ou bien la veine qui éjecte le sang. Pour les conséquences de l'hémorragie, on a dit que quand on a une hémorragie digestive, forcément, il y a un retentissement. D'abord, logiquement, puisqu'on perd du sang de l'intérieur des vaisseaux qui va aller vers l'extérieur, ce qu'on appelle hémorragie, donc il y aura un retentissement sur l'état hémodynamique. Donc la volémie, c'est-à-dire le volume du sang à l'intérieur des vaisseaux va diminuer, on aura une hypovolémie. Hypovolémie est égale hypotension. L'hypotension artérielle peut donner un état de choc dans le cas des hémorragies de grande abondance. Le deuxième retentissement sur l'organisme, c'est l'anémie. Et l'anémie, ça dépend. Si l'hémorragie est de grande abondance, on aura une anémie qui est initialement masquée quand c'est de grande abondance. On aura donc une diminution du volume total, puis elle sera rapidement démasquée. On aura donc l'apparition d'une hémodilution. Quand c'est le cas d'une hémorragie de petite abondance, au début, l'anémie va être isolée. Lorsqu'elle se répète à plusieurs reprises, on aura l'apparition d'anémie et donc il y aura un retentissement sur l'état général. Il faut savoir que l'urgence, c'est quoi? C'est l'anémie qui est aiguë avec un retentissement sur l'état général. Il faudrait dans ce cas-là faire une correction rapide. Comment? Par transfusion sanguine, car il y a une menace du pronostic vital. En cas, par exemple, d'hémorragie de petite abondance qui ne sont pas extériorisées, ce qu'on appelle hémorragie non extériorisée, dans ce cas, l'hémorragie sera révélée par ses conséquences. Et quelles sont ces conséquences? C'est un syndrome anémique. Il y aura de l'asthénie, de la pâleur, des lipothymies,
ce qui va pousser le malade à la consultation. Par la suite, quand on va voir, on va révéler une anémie de type fer-prive, c'est-à-dire il y a une privation de fer. C'est un type d'anémie au fait qui, à l'hémogramme, quand on voit que c'est une anémie fer-prive, ça va me pousser, moi, en tant que médecin, à rechercher une hémorragie. Car je sais que l'hémorragie non extériorisée de petite abondance chronique qui va retentir sur l'état général va me donner une anémie fer-prive. Donc, on s'intéresse au tube digestif et à l'appareil génital chez la femme et au tube digestif chez l'homme. Donc, pour récapituler ce que j'ai dit, une hémorragie digestive minime, chronique et non extériorisée, son diagnostic se fait devant un tableau d'anémie fer-prive. Et donc, l'exploration digestive par la suite, par endoscopie, va nous confirmer le diagnostic. Lorsqu'on reçoit un malade qui fait, par exemple, une hémorragie digestive, exemple une hématémèse, rejet de sang par la bouche, dans un effort de vomissement, même si je n'ai pas d'anémie lors du diagnostic biologique et clinique, on n'attend pas l'installation de l'anémie pour confirmer l'hémorragie. Donc, ce n'est pas vice-versa. On va dans un seul sens. Anémie fer-prive est égale hémorragie digestive, mais le contraire est faux. C'est-à-dire, hémorragie digestive, j'attends pas. J'attends pas que l'anémie vienne. Directement, je traite. L'anémie, donc, peut manquer en cas d'hémorragie, mais cela n'éloigne pas le diagnostic de l'hémorragie digestive. Encore, parmi les états de révélation de l'hémorragie digestive, on a un état de choc. Un état de choc peut également être révélateur de cette hémorragie non extériorisée, qui n'a pas eu le temps d'être extériorisée. Ça se voit généralement dans les hémorragies de grande abondance non extériorisées. On fera alors, donc dans ce cas, un lavage gastrique qui va ramener le sang. Pour l'hémorragie digestive extériorisée. Donc, hémorragie digestive extériorisée, elle peut être extériorisée par voie haute, ce qu'on appelle hématémèse, après un effort de vomissement, car il y a des diagnostics différentiels. Comme c'est écrit, l'hémoptysie, c'est quoi? C'est le rejet de sang rouge vif, aéré, spumeux, dans la bouche, donc à travers la bouche, dans un effort de toux et non pas de vomissement, et il va être dans ce cas aéré spumeux. C'est un diagnostic différentiel avec l'hémoptysie qui va pas être aérée, qui va donc être rejetée par la bouche après un effort de vomissement. Donc l'hémoptysie, c'est quoi? C'est un saignement de l'appareil respiratoire, des poumons, des bronches, et non pas de l'estomac, du tube digestif. Épistaxis, c'est quoi? C'est un saignement au niveau des narines qui passe qui va passer donc à travers les narines et il va passer donc au niveau de l'épistaxis postérieure avant de ressortir à travers les narines et donc qui sera avalé par le patient puis secondairement rejeté. On va faire un examen de fond de la gorge et on saura que c'est l'épistaxis. Pour les gingivo-hémorragies ou bien les hémosialémèses, dans ce cas, c'est des saignements de la muqueuse buccale. Méléna, par contre, c'est l'émission par l'anus de sel noir, c'est très important, de sel noir, car quand c'est rouge, on va parler de rectorragie, plus ou moins liquide. Et pourquoi elles vont être noires? Parce qu'elles sont digérées au niveau de l'appareil digestif. Plus ou moins liquide, qui donc faites de sang digéré. C'est très important. Les deux mots-clés, c'est sel noir et sang digéré. Et donc, elles peuvent accompagner une hématémèse. Et généralement, c'est d'origine haute, ce qu'on appelle susmésocolique. Mais elles peuvent aussi être d'origine basse. En fait, quand on parle de l'origine de l'hématémèse du méléna,
donc qui peuvent être associées, on va parler de lésions sus-mésocoliques, c'est-à-dire c'est des lésions qui vont concerner l'œsophage, l'estomac, le duodénum. L'hématémèse, elle peut être accompagnée de méléna comme on l'a dit. Le méléna, je redis, c'est la partie du sang non digérée qui va être digérée et extériorisée sous forme de sel noirâtre. On peut avoir une hématémèse non accompagnée de méléna, comme il y a des cas où une lésion sus-mésocolique n'est pas donc révélée par une hématémèse mais par le méléna. Des fois, il y aura un méléna mais pas hématémèse. Donc, dans ce cas, il pourrait y avoir une lésion sus-mésocolique révélée par méléna. Dans les lésions sus-mésocoliques, il y a une extériorisation haute et basse. Haute hématémèse, basse méléna. Dans les formes graves, on peut également avoir une rectorragie. La rectorragie, on a dit, c'est l'élimination non pas de sang digéré, mais de sang rouge frais. Quand c'est très abondant, pour ressortir tout ça, on va donc avoir même des rectorragies du sang carrément rouge non digéré par l'anus. C'est un signe de gravité de l'hémorragie. Concernant le méléna, pour les lésions sous-mésocoliques, en fait, devant un méléna, il faut toujours penser à une lésion sus-mésocolique en premier. Mais le méléna, on a dit toujours, il peut être d'origine sous-mésocolique. L'origine sous-mésocolique concerne l'intestin grêle et le côlon le plus souvent, et peut également concerner le rectum. Donc, le méléna se présente sous deux formes. Une forme liquide, nauséabonde, noirâtre, c'est du vrai sang digéré. L'odeur, elle est particulière, nauséabonde. C'est la forme typique, c'est le méléna franc. Ou bien, c'est une forme mélanique. C'est la selle mélanique qui sont donc des selles, dans ce cas, de couleur noire. Donc, ce n'est pas une forme vraiment typique, un peu atypique, mais c'est toujours du méléna. Et voilà. Et donc, dans une lésion sus-mésocolique, nous pouvons avoir du méléna seul, une hématémèse. Là, je récap. Lésion sus-mésocolique. Vous pouvez avoir méléna seul, hématémèse seul, hématémèse ou bien hémorragie avec méléna. Dans une lésion sous-mésocolique, nous avons toujours un méléna seul. C'est comme ça que vous allez l'avoir. Sus-mésocolique, hématémèse seul, méléna seul. Hématémèse plus méléna, sous-mésocolique, méléna seul. La rectorragie, on peut l'avoir dans une lésion sus-mésocolique abondante vraiment, comme nous pouvons l'avoir dans une lésion sous-mésocolique, généralement, le côlon, rectum, anus. Voilà. Le diagnostic différentiel maintenant du méléna, c'est tout ce qui peut colorer les selles en noir. Les aliments comme les betteraves, chocolat, les médicaments comme le fer, le charbon. Pour le diagnostic différentiel des rectorragies, donc la selle désentérique afécale, voilà, qui va être composée de sang, de grêle et de pus. Ça aussi, on doit le différencier. C'est plutôt on la voit surtout dans les amébiases et aussi les saignements gynécologiques chez la femme. Il faut faire la différence. On est arrivé aux hémorragies digestives non extériorisées. Les hémorragies digestives non extériorisées, là je vous ai déjà dit, je redis, donc l'hémorragie minime chronique à long terme va nous donner l'anémie ferriprive chronique. Et dans le cas des hémorragies massives, donc dans ce cas on pourrait avoir un choc hypovolimique. Dans ce cas on doit d'ailleurs répéter l'hémogramme. Car l'anémie peut manquer au début. Comme je vous ai dit, elle pourrait être masquée au début, puis démasquée. Donc on doit refaire l'hémogramme dans le cas de l'hémorragie massive. Et l'anémie ferriprive, on pourrait l'avoir chez la femme soit par perte génitale ou perte digestive, et chez l'homme, c'est exclusivement des pertes digestives. Maintenant, on va essayer d'apprécier l'abondance de l'hémorragie
On a une hémorragie de grande abondance, de moyenne et de petite abondance. On commence par l'hémorragie de grande abondance. Sur le plan fonctionnel et physique, on pourrait avoir, puisque c'est de grande abondance, un état de choc, l'agitation, la tension artérielle basse, refroidissement des extrémités, pâleur franche, hypothymie, syncope, angoisse, sueur profuse. C'est tous les signes de l'état de choc, les marbrures, etc. À l'hémogramme, par contre, on va avoir le taux d'hémoglobine. D'abord, on doit donc quantifier le taux d'hémoglobine dans le sang, l'hématocrite, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le volume que va occuper les globules, le volume occupé par les globules rouges dans le sang. Au début, on a dit il y a un état qui peut fausser, fausser l'anémie, qui peut faussement nous rassurer, c'est-à-dire, mais rapidement, on aura une baisse des taux de l'hémoglobine, puis rapidement l'installation d'une anémie. Donc, anémie, on parle entre 12-13, bon, c'est juste une moyenne chez l'homme et la femme, mais c'est pas très précis. Donc, lorsque l'anémie est aiguë, on a dit, le patient, donc, dans ce cas, il va pas avoir le temps de développer des mécanismes de tolérance, ce qui va rendre l'état encore plus grave. Voilà, donc le malade doit être rapidement transfusé. Voilà. Alors que dans les cas chroniques, le patient donc développe des mécanismes de tolérance. Dans les cas aigus, on a dit l'anémie peut manquer au début, je redis. Elle peut être rassurante, mais elle s'installe rapidement. Lorsque le patient perd plus de 1 litre, par exemple, de son sang, c'est une hémorragie de grande abondance. Voilà. Et parmi les critères évolutifs, pour savoir si c'est de grande abondance ou pas, lorsque je transfuse plus de 1,5 litre en 24 heures, c'est un signe de gravité. C'est-à-dire si je dois perfuser plus de 1,5 litre, cela veut dire que mon patient a perdu 1,5 litre, 1,5 litre en 24 heures et c'est grave. Pour les causes des hémorragies. Les étiologies de l'hémorragie. Bon, on a des étiologies de l'hémorragie sus-mésocolique et sous-mésocolique. Bon, je parle depuis longtemps sus-mésocolique, sous-mésocolique. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le mésocolon. Le mésocolon, en fait, c'est le péritoine. Donc, vous voyez ici en orange, c'est le mésocolon. Quand on dit sous-mésocolique, en bas du mésocole et en haut du mésocolon. Donc, quand on parle d'hémorragie sus-mésocolique, c'est-à-dire soit c'est au niveau de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum. Donc, on pourrait avoir hématémèse seule, méléna seule, ou bien méléna et hématémèse, ou bien hématémèse, méléna et rectorragie si c'est vraiment de grande abondance. Quand on parle de sous-mésocolique, on pourrait avoir méléna, ou bien rectorragie, ou bien méléna-rectorragie. Et dans ce cas-là, on va parler plus de l'intestin, du grêle, du côlon, du rectum, de l'anus. C'est-à-dire c'est un problème au niveau soit de l'intestin, soit du grêle, soit du côlon, soit du rectum, soit de l'anus, c'est-à-dire en bas. Et quand on parle du sus-mésocole, c'est en haut. C'est tout ce qui est œsophage, estomac, duodénum. Tout simplement. Donc, parmi les principales étiologies, on a un ulcère compliqué qui est situé au niveau gastrique ou duodénal, ou bien un ulcère gastro-duodénal carrément qui est compliqué. On a la rupture des varices œsophagiennes. Par exemple, un obstacle au niveau de la circulation portale, qui pourrait être endoluminal à l'intérieur de la lumière du vaisseau, ou bien extraluminal à l'extérieur de la lumière du vaisseau, qui va le comprimer de l'extérieur. Ou bien, en cas de cirrhose, fibrose terminale du foie, ou au niveau des veines sus-hépatiques, ou bien de la veine cave inférieure, un obstacle au niveau de tout, du foie, des vaisseaux qui l'entourent, etc., on aura donc une circulation collatérale. On va chercher un autre
chemin, un autre chente. Et donc, on aura la dilatation importante des veines œsophagiennes, on aura les varices œsophagiennes qui vont se rompre. Encore, on a les processus tumoraux, les néoplasies, une gastrite hémorragique. Dans le cas de l'hypertension portale, on n'aura pas uniquement les veines ou bien les varices œsophagiennes qui chantent l'obstacle, mais on aura également la microcirculation au niveau de l'estomac, d'où donc une gastropathie hypertensive. Voilà, et ces veines également peuvent saigner, donc on aura carrément un saignement en nappe. Pour les hémorragies sous-mésocoliques, ça pourrait être toujours dû à un cancer, néoplasie, c'est-à-dire c'est un processus qui va comprimer, qui va donc générer par la suite un saignement, ou bien c'est les pathologies inflammatoires, surtout on va parler dans les hémorragies du RCH, de la rectocolite hémorragique. La rectocolite hémorragique ou bien RCH va nous donner les rectorragies, donc des hémorragies sous-mésocoliques, il va nous donner les rectorragies, voilà, il va nous donner de la colite aiguë, voilà, la rectocolite aiguë, ulcéro-hémorragique également, rectocolite aiguë, ulcéro-hémorragique, des diarrhées en épisode, voilà, pourquoi? Car l'intestin est atteint. Ou également, lors des maladies hémorroïdaires, elle peut révéler d'autres pathologies. Les hémorroïdes peuvent révéler des néoplasies. Donc, dans ce cas, ce ne sont pas les hémorragies qui sont à l'origine de saignements. Donc, on dit toujours que les hémorroïdes sont l'arbre qui cache une forêt. Donc voilà, également, il faut faire l'examen de la marge anale. Petite remarque, en cas d'ulcère, bien sûr, il faut interroger le malade sur la notion de prise médicamenteuse, des anticoagulants, des anti-inflammatoires stéroïdiens, des médicaments gastrotoxiques. Il faut aussi l'interroger sur les antécédents de douleurs gastriques à type de crampes soulagées par les repas. On va voir par la suite dans les douleurs abdominales. Voilà, donner un traitement gastroprotecteur pour les ulcères. Également dans le syndrome d'hypertension portale, donc on va essayer d'inspecter les dilatations des veines abdominothoraciques qui vont être visibles. Plus ou moins, on pourra avoir la splénomégalie, la cite, lorsqu'elle est décompensée. Voilà, et puis on va aussi éloigner le diagnostic d'un ulcère soit par rupture des varices œsophagiennes ou bien par gastropathie hypertensive. Donc dans ce cas-là, ça va nous orienter plus vers la rupture des veines et non pas des artères comme on a dit. Aussi, un ictère dans l'examen physique pourra nous orienter vers un problème hépatique. Voilà, donc la rectorragie, voilà, constitue une hémorragie digestive abondante, donc peut aussi recruter ces étiologies, donc ulcères, varices œsophagiennes, hypertension portale, voilà, un problème hépatique, etc. On passe maintenant aux douleurs abdominales. Là, on a fait deux schémas. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez maintenant suivre avec moi, hypochondre, quadrant par quadrant, et on va situer dans chaque quadrant qu'est-ce qu'il y a comme organe. Donc, on va commencer par l'épigastre. L'épigastre, qu'est-ce que vous voyez? On aura donc au niveau de l'épigastre 4 organes. On aura l'estomac, on aura le bulbe duodénal, comme vous voyez sur le schéma à droite. On aura l'aorte abdominale, on aura la tête du pancréas. Donc, un problème au niveau de l'épigastre pourra être la rupture ou bien l'anévrisme de l'aorte abdominale. On pourrait avoir un ulcère gastrique, ulcère gastro-duodénal, ulcère duodénal. On pourrait avoir un cancer de la tête du pancréas. On pourrait avoir tout ce que vous voulez. Après,
Au niveau de l'hypochondre droit, qu'est-ce qu'on a? On a le foie, principalement le bord inférieur du foie. Et il faut savoir que le foie, il n'est pas innervé. C'est-à-dire, si on a une douleur au niveau de l'hypochondre droit, vous n'allez pas me dire que c'est le foie. Mais plutôt, ce qu'il y a aussi au niveau de cet hypochondre droit, c'est la vésicule biliaire. Donc, si on a une douleur au niveau de l'hypochondre droit, on va plus nous intéresser à la vésicule biliaire. Un calcul, une cholestase, etc. Ou bien, voilà, dans les voies biliaires également. La voie biliaire principale, le canal cholédoque, etc. On a aussi, au niveau de l'hypochondre droit, donc le foie, principalement bord inférieur, vésicule biliaire et l'angle colique droit. Vous voyez le côlon, on a l'angle colique droit à ce niveau. Puis, au niveau de l'hypochondre gauche, on a la rate, la queue du pancréas maintenant, ce n'est plus la tête du pancréas au niveau de l'épigastre. Par contre, la queue du pancréas au niveau de l'hypochondre gauche. Et on a aussi le lobe gauche du foie qui va donc venir jusque là, le lobe gauche du foie, et l'angle colique gauche, puisqu'on est dans l'hypochondre gauche. Dans le mésogastre, où on l'appelle aussi la région péri-ombilicale. Ici, on aura l'intestin grêle et le côlon transverse. Dans le flanc droit, on aura le côlon ascendant droit et l'urètre droit. Et dans le flanc gauche, on aura par symétrie avec le flanc droit, on aura le côlon descendant gauche et l'urètre gauche. Dans l'hypogastre, on aura l'organe de la vessie principalement et chez la femme, il y aura aussi l'utérus. Et donc, dans les fossés iliaques, droite et gauche, donc vous voyez dans la fosse iliaque droite, on aura le cécum, l'appendice, les trompes et les trompe droite et ovaire droit chez la femme. Et dans la fosse iliaque gauche, on aura le sigmoïde et toujours par symétrie avec la fosse iliaque droite, on aura trompe gauche et ovaire gauche chez la femme. Ce que j'ai dit maintenant, normalement, vous allez le dessiner avec un crayon ou un stylo sur une feuille. Vous allez dessiner bien les 9 quadrants et vous allez écrire le nom de chaque quadrant et au-dessous, vous allez écrire les organes correspondants car ça va vous faciliter énormément la compréhension et la mémorisation des douleurs abdominales. Les douleurs abdominales, c'est un symptôme fréquent. Et devant une douleur abdominale, il faut éliminer les urgences. Donc, on a toujours l'étude sémiologique de la douleur abdominale. Comme on a fait dans les douleurs cardiologiques, il faut toujours chercher les caractéristiques d'une douleur abdominale, c'est-à-dire son siège en premier lieu, où elle se situe dans ces 9 quadrants. Également, on va voir le type. Est-ce que c'est le type d'une crampe? Généralement, c'est gastrique. Est-ce que un type de brûlure? Est-ce que c'est un type de colique, comme des ondes péristaltiques, paroxystiques? Est-ce que c'est des douleurs déchirantes, transfixantes en coup de poignard? Généralement, c'est en cas de perforation d'un organe creux, par complication de l'ulcère. Donc, on aura le péritoine à l'état normal, il est stérile. Donc, il devient septique. Il y aura l'inflammation du péritoine, la péritonite. Donc, on va voir aussi la pesanteur. Est-ce qu'elle est sous forme de pesanteur, donc c'est une lourdeur, ou bien c'est une douleur battante, l'anévrisme de l'aorte. Encore, on va voir l'intensité. Il faut savoir que l'intensité est subjective. Dans le cas donc, où il y a des signes d'angoisse, de pâleur, là, la douleur va être fortement intense. Et aussi, on va voir l'évolution dans le temps. Déjà, l'évolution dans le jour, la rythmicité, est-ce qu'elle est rythmée ou pas par les repas? Est-ce qu'elle est postprandiale précoce? Généralement, si elle est postprandiale précoce, le problème est au niveau de l'estomac, du duodénum, au niveau de la région de l'épigastre.
Si elle est postprandiale tardif, généralement tardif, c'est-à-dire quand elle va arriver au niveau de l'intestin. Donc on va parler de l'intestin, d'un problème de l'intestin, pardon, quand la douleur est postprandiale tardif. Aussi, on va voir son évolution dans l'année, c'est-à-dire sa périodicité dans l'année. Encore, donc on va voir les facteurs déclenchants, c'est-à-dire est-ce que c'est après prise médicamenteuse, des anticoagulants, l'aspirine, les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, le repas, est-ce que ça déclenche ou bien au contraire, ça diminue. Donc la douleur, par exemple de la gastrite, de la pancréatite, elles vont être déclenchées par le repas. Contrairement à l'ulcère, l'acidité de l'estomac, vraiment ça va continuer cette érosion de l'ulcère. Par contre, quand on mange, donc l'acidité, elle va aller vers l'aliment qu'on mange, donc l'ulcère, il va donc céder un peu. Également, donc, on va voir les facteurs sédatifs. Est-ce qu'après un repas, ça cède? Est-ce qu'après un médicament, ça cède? Également, les signes digestifs et urinaires associés peuvent nous faire penser à une atteinte, par exemple urogénitale. La douleur abdominale peut nous orienter vers une étiologie aussi extradigestive, qui se manifeste par des douleurs abdominales. L'exemple typique, c'est la douleur abdominale épigastrique, au niveau de l'épigastre, chez un diabétique qui fait un IDM inférieur. Voilà, et puis on va faire aussi l'examen clinique de l'abdomen. L'examen clinique de l'abdomen, donc il va être bien sûr complété par le toucher rectal. On va déjà voir les points douloureux. Les points douloureux, on va voir d'abord le point de McBurney. Le point de McBurney, en fait, c'est quand le sujet présente une inflammation de l'appendicite. Donc, quand il a l'appendicite, de l'appendice, quand il a l'inflammation de l'appendice, ce qu'on appelle appendicite. Donc, comment on recherche le point de McBurney? En fait, c'est l'union des deux tiers internes et du tiers externe de la ligne virtuelle entre l'ombilic et l'épine antéro-supérieure. C'est-à-dire, vous allez voir l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilic. La ligne virtuelle entre les deux, vous avez union des deux tiers internes, c'est-à-dire par rapport à l'ombilic, et du tiers externe par rapport à l'épine iliaque antéro-supérieure. Et là, c'est le point de McBurney. Et quand vous appuyez, en fait, il y aura l'atteinte du carrefour appendiculaire, donc il y aura une douleur atroce. Et aussi, il y aura des signes cliniques qui vont vous orienter. Donc, il y aura la constipation, les douleurs, la défense pariétale, qui va être localisée au niveau du point appendiculaire. Et vous allez aussi avoir l'hyperesthésie cutanée. Donc, en fait, l'appendicite, c'est une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Après, on a la manœuvre de Murphy. Là, donc, c'est une douleur au niveau de l'hypochondre droit, c'est-à-dire, il y a quoi au niveau de l'hypochondre droit? La vésicule biliaire. On a dit le foie, il n'est pas douloureux, donc c'est la vésicule biliaire. Donc là, c'est une atteinte de la vésicule biliaire. Quand on va faire, c'est quoi la manœuvre de Murphy? Quand on va faire une palpation profonde au bord inférieur du foie, on demande au patient de faire une inspiration profonde. Alors cette dernière sera inhibée par la douleur. Cette inspiration, c'est-à-dire elle va être inhibée par la douleur, il ne pourra plus faire l'inspiration profonde car il a la douleur. Donc c'est une douleur caractéristique qui va irradier, ça vous devez le retenir. La douleur de la vésicule biliaire va irradier en bretelle vers l'épaule droite et l'omoplate droite. Je vous rajoute ça aussi, il n'est pas mentionné ici. On a le système solaire. Le syndrome. C'est pas le système. Le syndrome solaire. C'est quoi le syndrome solaire? En fait, au niveau abdominal, on a un plexus solaire. Et donc, si on a un problème pancréatique au niveau du pancréas ou bien vasculaire, au niveau des vaisseaux, ceci va irriter le système sympathique et il va donner une douleur qui va être transfixante, battante, qui va irradier vers le dos. C'est ce qu'on appelle le syndrome solaire. Donc, ça veut dire quoi, syndrome solaire? C'est-à-dire qu'il y aura irritation du plexus solaire.
soit par une atteinte, j'ai dit, pancréatique ou bien une pathologie aortique, vasculaire, par exemple anévrisme de l'aorte. Et on termine nos points douloureux par, les points douloureux, on termine par le toucher rectal. Comme j'ai dit, tout examen de l'abdomen doit bénéficier à la fin d'un toucher rectal. Donc, normalement, toucher rectal, c'est non douloureux, c'est normal, même si c'est gênant. Et si le cas qui n'est pas normal, ça va être douloureux. Donc, ça va être un toucher rectal douloureux qui va être un signe d'une irritation du péritoine. C'est-à-dire, si vous avez toucher rectal douloureux, c'est la péritonite. On va voir maintenant les différentes douleurs abdominales. On va commencer par les douleurs gastriques. On a dit au niveau de l'estomac, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir l'ulcère, on pourrait avoir la gastrite ou bien la perforation. L'ulcère, c'est une douleur, on a dit, épigastrique. Elle va être à type de quoi? À type de crampe. C'est comme la crampe. On peut avoir donc une irradiation en bas, et elle va être postprandiale tardive. Pourquoi tardive? En fait, parce que donc l'acide, quand il va finir son travail avec les aliments, il va revenir à l'ulcère. Donc c'est tardif. Quand la douleur est postprandiale en moins de 2 heures, c'est-à-dire juste après le repas, après moins de 2 heures, vous avez toujours la douleur gastrique. On parle d'un ulcère gastrique dans ce cas. Et si c'est plus de 2 heures, c'est-à-dire ça prend plus de temps pour que la douleur réapparaît après le repas, donc là, on va parler d'un problème duodénal. Vous voyez, donc quand c'est l'estomac, c'est rapidement atteignable. Quand c'est le duodénum, ça va donc prendre plus de temps qu'au niveau de l'estomac. Voilà, et donc ça cède, la douleur gastrique cède par le traitement avec des pansements gastriques, ce qu'on appelle le Malox. Voilà, et puis pour la perforation, ça va être une douleur en coup de poignard. Quand il y a la perforation, ça va être une douleur en coup de poignard carrément. Et voilà, et puis pour des signes physiques qui vont vous orienter, vous allez avoir la contracture invincible de l'abdomen. Il va être contracté, comme ça il n'est pas détendu. Voilà, il y aura des épigastralgies, des douleurs au niveau de l'épigastre qui vont être permanentes et qui vont devenir donc rapidement diffuses. Voilà. Voilà, donc comme je vous ai dit, à l'examen clinique, il y aura contracture abdominale, disparition de la matité hépatique, etc. Là, on a dit quand il y a la perforation, vous allez avoir principalement donc la contracture invincible et des épigastralgies diffuses. Maintenant, on passe à la néoplasie. Donc, quand c'est la cause néoplasique, il y aura donc, dans ce cas, c'est une pathologie qui est en fait sournoise, c'est-à-dire silencieuse. Des fois, elles peuvent se révéler par une douleur, mais c'est très rare. Pour les douleurs biliaires, elles peuvent être vésiculaires, c'est-à-dire au niveau de la vésicule. Par exemple, donc là, on aura la colique hépatique. Là, c'est la colique hépatique. Ça va réaliser une crise de colique hépatique, c'est-à-dire c'est une douleur brutale, paroxystique au niveau de l'hypochondre droit avec un signe de Murphy positive, c'est-à-dire une douleur qui va arrêter l'inspiration, des nausées, des vomissements associés. Pour la douleur cholédocienne, toujours c'est des douleurs biliaires, c'est-à-dire au niveau du canal cholédoque. Là, le problème est au niveau du canal cholédoque, de la voie biliaire principale qui est le canal cholédoque. Là, vous allez avoir des signes de douleur, de fièvre, d'ictère. En fait, c'est le syndrome cholédocien. Le syndrome cholédocien, c'est l'association de ces trois: douleur, fièvre, ictère. Retenez-le par le mot défi. Douleur, fièvre, ictère, défi. Voilà, et là, c'est de façon chronologique en moins de 48 heures qu'il y aura cette triade. Pour les douleurs intestinales, pour résumer, on a le cas d'une occlusion intestinale. Si vous avez l'occlusion intestinale,
il y aura des douleurs abdominales diffuses qui vont être associées à un météorisme. C'est quoi le météorisme? C'est la présence en excès de gaz dans l'intestin, plus l'incapacité à évacuer ces gaz, ce qui veut dire que c'est une urgence chirurgicale, avec aussi l'arrêt de matière fécale et de gaz. Ça, c'est l'occlusion intestinale typique. Pour les douleurs gréliques, donc de l'intestin grêle, pour le grêle, donc, il pourrait y avoir l'obstruction partielle de l'intestin. Donc, la lumière va être réduite, on a un obstacle. Donc, la douleur, dans ce cas, va être paroxystique par lutte donc, contre un obstacle. Donc, quand il y a la lutte contre un obstacle, donc la douleur va être paroxystique, aiguë. Et donc, ça va se terminer par l'émission de gaz et de sel. Pour la douleur vasculaire, donc dans ce cas, surtout en ce qui concerne les vaisseaux mésentériques, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un engorge abdominal, c'est-à-dire s'il y a l'athérosclérose mésentérique après le repas, donc précocement, donc il y aura un appel de sang, donc une augmentation de besoin. C'est ce qu'on appelle, ce qui va donner l'engorge abdominal. Donc, il y aura une douleur périombilicale qui peut se généraliser et cette douleur va se soulager avec le jeûne. Voilà, et d'où on appelle ça un syndrome carentiel. C'est-à-dire quand il y a le jeûne, il y a la carence en aliments et tout, l'engorge abdominal va céder. Pour l'infarctus mésentérique, la douleur de l'infarctus mésentérique, c'est la douleur qui ne cède pas. Voilà, il y a ischémique, infarctus ischémique, c'est une douleur qui ne cède pas. Pour les douleurs rapportées, donc on a des douleurs qui peuvent être rapportées, un infarctus du myocarde, la péricardite, l'épanchement pleural, voilà, en cas de pneumonie, les douleurs vertébrales, des œsophagites plus pyrosis rétrosternale en cas de reflux gastro-œsophagien, des urgences aussi métaboliques, voilà, la décompensation métabolique aiguë d'un diabète, l'acidocétose diabétique, car il y a présence de corps cétoniques dans le sang et les urines, donc tout ça c'est une urgence médicale. Et également, il y a des douleurs qui pourraient être juste de l'ordre du psyché. Et voilà, on a terminé ce cours. Merci pour votre attention.